Imaginez que vous organisiez la plus grande fête de l'histoire de l'humanité. 48 pays, 16 villes, 104 matchs, 4 milliards de personnes devant l'écran. Et le chiffre qui finit par définir tout l'événement n'est pas un total de buts, ni un record d'audience, ni un cap de revenus. C'est 388 000. Voilà le nombre de publications que la FIFA a supprimées au cours des 7 premiers jours. Plus que tout ce qu'avait produit la Coupe du Monde au Qatar en 4 semaines. Et le système qui les a repérés a analysé 3 800 000 commentaires pour les trouver, ce qui signifie qu'environ un message sur 10 écrit dans le monde au sujet de ce tournoi a été jugé trop haineux pour rester en ligne. Je veux que vous reteniez ce ratio. Pas le chiffre, le ratio. 1 sur 10, sur la plus grande scène que ce sport ait jamais construite. Ce n'est pas un problème de modération. C'est un problème de civilisation avec un maillot de football sur le dos, et c'est là que les choses deviennent réellement étranges. La FIFA mène la campagne contre les discours de haine la plus offensive jamais vue dans l'histoire d'un événement sportif. Système d'intelligence artificielle, échange de fanions au milieu du terrain, événement au National Center for Civil and Human Rights d'Atlanta, déclaration officielle de Gianni Infantino lui-même. Et dans le même temps, elle organise ce tournoi dans un pays dont le président actuel a lancé en février un portail gouvernemental officiel conçu précisément pour aider les personnes en Europe à contourner les lois de modération des contenus. La même administration qui qualifie la suppression des discours de haine de censure est celle dont la FIFA avait besoin pour rendre cette Coupe du Monde possible. Ces deux réalités ne sont pas seulement en tension, elles sont en conflit structurel direct. Et la collision se joue en temps réel, dans chaque section de commentaires, sur l'Instagram de chaque joueur, à chaque match. Je suis ce tournoi de près depuis avant même le premier coup de ballon. Et l'histoire que je retrouve sans cesse sous le football ne parle pas vraiment de football. Elle parle de ce qui se passe lorsque l'institution sportive, la plus puissante du monde, s'enferme dans un arrangement politique dont elle ne peut pas sortir, qu'elle ne peut pas critiquer et qu'elle ne peut pas se permettre de nommer directement. Les 388 000 publications sont le symptôme. L'arrangement est la maladie. Commençons par le mécanisme, parce que la technologie raconte sa propre histoire. Le Social Media Protection Service, le SMPS, est le système de modération de la FIFA fondé sur l'intelligence artificielle. Il fonctionne depuis le Qatar en 2022. Sa mission est précise, surveiller les comptes sur les réseaux sociaux de tous les participants enregistrés à la Coupe du Monde, chaque joueur, chaque entraîneur, chaque officiel, scanner les sections de commentaires en temps réel, identifier les contenus qui atteignent le seuil de l'insulte discriminatoire ou menaçante, puis les masquer avant que la personne visée puisse les voir. La personne qui envoie le commentaire ne sait pas qu'il a été masqué. Sa publication reste là, visible pour d'autres, mais invisible pour celle ou celui qu'elle visait. C'est une intervention silencieuse, continue, invisible, qui se produit des milliers de fois par jour, dans des dizaines de langues, sur toutes les grandes plateformes à la fois. Depuis son lancement en 2022, le système a examiné plus de 250 millions de publications et en a supprimé 30 millions. 30 millions de commentaires nuisibles. En 4 ans. Dirigé contre les personnes que nous sommes censés aimer regarder jouer au football. Ce chiffre devrait vous troubler davantage que les 388 000, car les 30 millions, c'est ce que le monde a réellement produit. Les 388 000, c'est ce que le monde a produit pendant la première semaine de 2026. Et la comparaison avec le Qatar est le moment où l'histoire s'accélère au-delà de tout ce que la simple échelle peut expliquer. Pendant les 4 semaines entières de la Coupe du Monde au Qatar, le système avait supprimé 287 000 publications. En 7 jours aux États-Unis, il en a supprimé 388 000. Au 19 juin, les chiffres actualisés issus de la propre infrastructure de la FIFA avaient dépassé les 530 000. La trajectoire n'est pas une ligne droite. C'est une courbe qui se redresse et personne au service communication de la FIFA n'a encore expliqué publiquement ce qui l'a fait monter ainsi. Je veux expliquer pourquoi. Selon moi, ils ne l'ont pas expliqué. Parce que l'explication met en cause le pays hôte. Les États-Unis de juin 2026 ne sont pas un pays politiquement neutre. Aucun pays ne l'est totalement, mais celui-ci fonctionne dans un ensemble précis de conditions qui interagissent directement et de manière mesurable avec l'environnement en ligne autour de ce tournoi. L'administration Trump est arrivée au pouvoir en janvier 2025, avec un engagement idéologique explicite envers ce qu'elle appelle la liberté d'expression en ligne, une formule qui, en pratique,
a signifié l'opposition au régime de modération, des contenus que les démocraties européennes et la plupart des grandes institutions internationales utilisent pour encadrer les discours de haine. En février 2026, le département d'État a officialisé cette opposition en annonçant un portail numérique géré par le gouvernement, conçu spécifiquement pour permettre aux utilisateurs en Europe d'accéder à des contenus supprimés ou restreints en vertu des règles européennes sur les discours de haine. La justification affichée était la liberté d'expression. La conséquence opérationnelle fut une remise en cause directe des cadres juridiques dont dépend le SMPS de la FIFA pour ses critères de classification et ses accords de coopération avec les plateformes. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Le système d'intelligence artificielle de la FIFA retire des contenus que la philosophie juridique propre à l'administration américaine classerait comme des propos protégés par la Constitution. Les deux cadres institutionnels ne sont pas seulement différents, ils sont opposés. Et la FIFA a choisi, en connaissance de cause, il y a des années, lorsqu'elle a attribué les droits d'organisation, de déployer sa campagne anti-haine la plus ambitieuse dans la juridiction d'un gouvernement qui considère que les prémices mêmes de cette campagne sont fausses. Ce n'est pas une tension abstraite. Elle est visible de manière concrète et documentée. Parlons de ce que la politique migratoire de cette administration a fait à l'environnement en ligne du tournoi. Avant même qu'un seul match soit joué, les conditions politiques entourant la Coupe du Monde 2026 avaient déjà suscité un niveau de ressentiment mondial inédit pour un tournoi de football. Omar Hartan, l'arbitre somalien désigné meilleur arbitre du continent africain par la CAF en 2025 et sélectionné par le propre comité d'arbitrage de la FIFA, a été retenu 11 heures à l'aéroport de Miami puis renvoyé chez lui. Ses documents étaient invalides, son visa était valide. Son accréditation FIFA était en règle. Il serait devenu le premier arbitre somalien de l'histoire de la Coupe du Monde. Les services américains des douanes et de la protection des frontières l'ont déclaré inadmissible pour des préoccupations de vérification non précisées, aucune accusation, aucune preuve publiée, aucun recours. La réponse de la FIFA, selon les mots d'un porte-parole, c'est regrettable, mais nous ne contrôlons pas tout. Il vaut peut-être mieux prendre cela calmement. Le monde ne l'a pas pris calmement. La réaction en ligne à l'exclusion d'Hartan a été immédiate, massive, et une part significative de cette réaction est entrée dans la catégorie de contenu que le SMPS est conçu pour détecter. Pas la tristesse ni la colère face à une injustice. Cela est resté. Ce qui a été signalé, ce sont les attaques ciblées, les menaces, le langage raciste et xénophobe qui accompagnaient l'indignation. Et le cas Hartan n'était pas isolé. Environ 90 supporters marocains se sont vus refuser un visa malgré des billets et des réservations d'hôtels, selon des informations de l'agence Anadolu. Au moins 15 membres de l'encadrement de l'équipe nationale iranienne, ainsi que le président de la fédération, Mehdi Taj, se sont vus interdire l'entrée sur le territoire. Les joueurs iraniens ont reçu une autorisation de voyage leur permettant de passer du Mexique aux États-Unis uniquement le matin de chaque match. Entrer, jouer, ressortir, recommencer. L'attaquant irakien Aymen Hussein a été retenu 7 heures dans un aéroport américain avant d'être admis. La situation des visas pour les délégations venues d'Afrique et du Moyen-Orient a créé un climat d'incertitude qui a duré jusqu'à quelques jours de leur premier match. Chacun de ces cas a provoqué des réactions en ligne, et une partie mesurable de ces réactions est devenue un point de données dans le décompte des suppressions du SMPS. Je ne trace pas une ligne causale directe entre la politique frontalière et le volume de publications toxiques, comme si le calcul était propre. Il ne l'est pas. Mais je dis ceci, les conditions qui ont produit ces exclusions étaient prévisibles. Le ressentiment qu'elles allaient susciter l'était aussi. La manière dont ce ressentiment se déverserait dans les sections de commentaires des réseaux sociaux vers les cibles disponibles les plus proches, joueurs sur le terrain, officiels dans les tribunes, institutions publiant des communiqués, n'avaient rien de surprenant. Le record de toxicité et la controverse record autour des exclusions ne sont pas une coïncidence. Ils sont deux expressions de la même réalité politique sous-jacente et le SMPS de la FIFA a été conçu pour gérer le symptôme sans toucher à la cause. Il y a un détail auquel je reviens sans cesse, parce qu'il cristallise quelque chose d'important. Lors du match d'ouverture du Mexique, le drapeau américain a été hué dans le stade, pas par des supporters adverses, pas par une tribune marginale, une réaction importante de la foule visant le drapeau de l'un des 3 pays co-organisateurs dans un tournoi co-organisé,
dès le premier jour. Cette image, le drapeau américain hué lors de la Coupe du Monde américaine, a circulé dans le monde entier en quelques heures, et dans les sections de commentaires des vidéos, des publications, des repartages, des vidéos de réaction, le SMPS travaillait déjà. Il masquait, il filtrait, il gérait. Un mot sur 10 disparu avant qu'un joueur puisse le voir. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé le 18 juin, parce que le calendrier n'a rien d'anodin. Le 18 juin est la journée internationale de lutte contre les discours de haine. La FIFA savait qu'elle arrivait. Elle l'avait prévu. L'annonce du SMPS, le chiffre de 388 000, a été publiée ce jour-là délibérément. Infantino l'a posté lui-même sur son compte Instagram personnel avec le mot dièse Stop Hate Protect Football. 13 000 mentions. J'aime en quelques heures. Mais le geste le plus visible de la journée n'avait pas lieu en ligne. Il se déroulait sur la pelouse. Lors des 4 matchs programmés le 18 juin, les capitaines ont échangé au coup d'envoi un fanion spécialement conçu, différent du fanion cérémoniel habituel, portant le message « We play together »,« We stand against hate », imprimé en anglais d'un côté et dans la langue de l'équipe de l'autre. République tchèque et Afrique du Sud, Mexique et Corée du Sud, Suisse et Bosnie-Herzégovine, Canada et Qatar, 16 capitaines, 4 gestes simultanés, des caméras dans chaque enceinte. L'effet visuel était intentionnel et soigneusement exécuté, et je me surprends à ne pas savoir vraiment comment l'évaluer. Parce que voici le problème. Le même jour où ces fanions ont échangé, le SMPS enregistrait ses plus hauts totaux quotidiens de suppression depuis le début du tournoi. Le geste était réel, les capitaines y croyaient, les concepteurs de la campagne aussi, et les sections de commentaires ne se sont pas arrêtées. La courbe ne s'est pas infléchie. Le geste et la machine ont fonctionné en parallèle, chacun faisant exactement ce pourquoi il avait été conçu, sans signe que l'un affectait l'autre. Un capitaine remet un fanion à son adversaire dans le rond central. 2 secondes plus tard, sur un serveur quelque part en Europe, un commentaire disparaît du fil d'un joueur. Les deux choses ont eu lieu. Aucune n'a touché l'autre. Ce n'est pas du cynisme. C'est une observation sur les limites de l'action symbolique au cœur des problèmes structurels. Et c'est ici que je dois parler de ce que la FIFA a réellement retiré de ce tournoi, pas seulement de ce qu'elle y a ajouté. Agencia Présente, un média d'investigation sud-américain, a révélé l'affaire début juin, avant le début du tournoi. La FIFA avait discrètement abandonné sa campagne Unite for Inclusion pour la Coupe du Monde 2026. La campagne avait été créée en 2023 et testée lors de tournois précédents. Elle était précisément construite autour d'un langage qui nommait l'inclusion LGBTQ. Un langage explicite, celui qui prononce le mot, l'affiche sur les panneaux LED du stade et ne le laisse pas seulement entendre. Pour 2026, dans les 16 sites hôtes, cette campagne n'a pas été activée. Le message anti-discrimination demeure. Mais la reconnaissance spécifique nommée et dite à haute voix de l'inclusion LGBTQ a disparu du programme des campagnes de stade. L'explication officielle de la FIFA a évoqué le cadrage et l'alignement des messages. Les critiques, et ils étaient nombreux, y ont vu une accommodation politique. Une organisation adoucissant son langage pour éviter les frictions avec un gouvernement hôte systématiquement hostile aux droits LGBTQ dans sa politique intérieure. La FIFA a retiré le langage de l'inclusion de ses campagnes, puis a annoncé un record de suppression de publications haineuses. Je vous laisse garder cette contradiction sans la résoudre, parce que je ne crois pas qu'elle se résolve proprement. Il existe un précédent et il mérite d'être nommé. Lors de la Coupe du Monde des clubs organisée aux États-Unis l'été dernier, en pratique une répétition générale pour 2026, des chants homophobes ont éclaté pendant un match à Atlanta. La FIFA a activé des protocoles anti-discrimination à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les discours de haine pendant ce tournoi. Puis elle les a désactivés. Le schéma d'une activation symbolique suivie d'un retrait institutionnel se répète désormais à la Coupe du Monde elle-même. Les fanions sont apparus le 18 juin. La question est de savoir ce qui se passe le 19 juin, le 25 juin, le 3 juillet, les dates où aucune journée internationale de sensibilisation ne fournit un moment de caméra prévu à l'avance. La Fédération anglaise de football n'a pas attendu que la FIFA agisse. Elle a lancé son propre programme pilote le 12 juin, 2 jours avant le début officiel du tournoi aux États-Unis. En travaillant avec une agence spécialisée dans la surveillance en ligne et avec la UK Football
Policing Unit, ce programme surveille les réseaux sociaux en temps réel afin de repérer les contenus violents, menaçants ou discriminatoires visant les joueurs anglais et leurs familles, puis transmet les publications qui remplissent les critères aux plateformes comme aux forces de l'ordre pour enquête et éventuelles poursuites. Pas seulement une suppression. Des poursuites. La différence compte. Le SMPS de la FIFA masque les contenus. Le pilote de la FA cherche à créer des conséquences juridiques pour celles et ceux qui les envoient. Non. Ce sont deux approches véritablement différentes du même problème, et le fait qu'une fédération nationale ait jugé nécessaire de construire une infrastructure parallèle plutôt que de s'en remettre à celle de la FIFA en dit long sur le niveau de confiance accordé au système central. Ofcom, le régulateur britannique des médias, a adressé début juin des avertissements écrits formels aux principales plateformes de réseaux sociaux, leur rappelant leurs obligations légales concernant les abus en ligne pendant le tournoi et annonçant qu'ils surveilleraient activement leur conformité pendant toute la durée de la compétition. Un régulateur public des médias envoyant des avis d'application de la loi à des entreprises technologiques au sujet de leur comportement pendant un tournoi de football. Ofcom dispose du pouvoir légal d'infliger aux plateformes des amendes allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial en cas de manquement systémique dans le retrait de contenus illégaux. Ce pouvoir n'existait pas il y a 3 ans. Il est mobilisé maintenant, pendant ce tournoi précis, parce que l'idée selon laquelle les plateformes s'autoréguleraient n'est plus l'hypothèse de travail. Le réglage par défaut a changé. Mais voici le paradoxe que personne dans la conversation institutionnelle ne veut nommer directement. L'administration Trump, le gouvernement du pays hôte, a passé la première année et demie de son second mandat à bâtir le cadre inverse. Pas une responsabilité accrue des plateformes, une responsabilité réduite. Pas davantage d'obligation de retirer les contenus nuisibles, davantage de protection pour ceux qui les publient. Le portail gouvernemental de contournement annoncé en février est l'expression la plus concrète de cette direction, mais ce n'est pas la seule. Décret contestant la base juridique des décisions de modération des plateformes, pression sur les grandes entreprises technologiques, déclaration publique de hauts responsables présentant le retrait de contenu comme une forme de discrimination politique. Ce n'est pas un bruit de fond. C'est la politique active du gouvernement qui a signé les accords d'organisation avec la FIFA, du gouvernement dont les aéroports ont refoulé un arbitre somalien, du gouvernement dont le drapeau a été hué dans son propre tournoi. La FIFA agit dans cet environnement parce qu'elle l'a choisi. Et elle l'a choisi parce que le marché américain est trop vaste, les droits télévisés trop précieux, les infrastructures de stade trop impressionnantes, l'opportunité commerciale trop importante pour être refusée. Décider d'organiser le tournoi aux États-Unis, c'était aussi décider d'accepter les conditions politiques qui l'accompagnaient. Le record de toxicité est l'une de ces conditions, exprimée en données. L'enquête du Guardian avant le tournoi soulignait que la FIFA développait ses capacités d'intelligence artificielle précisément parce que l'ampleur du problème avait dépassé les infrastructures précédentes. Plus d'équipes, plus de joueurs, plus de comptes sur les réseaux sociaux, plus de volume. Le passage à l'échelle technique est réel. Mais le Guardian relevait aussi ce qui me semble être la phrase la plus importante de cet article. L'extension de la protection des joueurs par l'intelligence artificielle était en partie motivée par l'attente d'avant-tournoi, avant qu'une seule publication soit envoyée, que cette Coupe du Monde produirait plus d'abus que toutes les précédentes. Ils l'ont prévu, ils l'ont anticipé, ils ne l'ont pas empêché. Ils ont construit un filet plus grand. Cette philosophie de conception mérite d'être examinée. Le SMPS fonctionne depuis 2022 et a supprimé 30 millions de publications. 30 millions d'interventions en 4 ans. Et la trajectoire s'accélère. La question que cette philosophie ne pose pas, la question à laquelle plus de surveillance et une intelligence artificielle plus rapide ne pourront jamais répondre, est de savoir pourquoi ces publications sont envoyées au départ et ce qu'il faudrait faire pour réduire leur envoi plutôt que perfectionner leur capture. Chaque ressource technique que la FIFA a investie dans le SMPS est une ressource qu'elle n'a pas investie dans les conditions qui rendent le SMPS nécessaire. Ce n'est pas une critique du SMPS, c'est une description des priorités institutionnelles. Je veux vous parler de TikTok, parce que TikTok est la pièce de cette histoire qui noue le plus étroitement les fils politiques. TikTok a co-organisé l'événement de la FIFA à Atlanta le 16 juin. Le panel au National Center for Civil and Human Rights, Stop Hate, Protect Football. Une scène, un modérateur, des joueurs, des responsables politiques et des dirigeants de la tech. Le nom de TikTok sur l'identité de l'événement.
TikTok, qui avait été interdit aux États-Unis par une loi bipartisane adoptée en 2024, n'a survécu que parce que l'administration Trump a choisi de ne pas appliquer l'interdiction après son arrivée au pouvoir en janvier 2025, en accordant des prolongations répétées, pendant que les négociations sur sa structure de propriété se poursuivaient. La poursuite des activités de la plateforme aux États-Unis dépend aujourd'hui encore de la bonne volonté politique d'une administration qui est simultanément responsable des exclusions migratoires ayant généré une part importante du ressentiment qui alimente la vague de publications toxiques autour de ce tournoi. TikTok est monté au pupitre pour parler de lutte contre la haine en ligne. TikTok doit son autorisation d'opérer aux États-Unis à la même administration dont les politiques produisent les conditions de la colère en ligne. Les intérêts institutionnels sont si imbriqués qu'il était structurellement impossible de nommer directement le vrai problème, depuis cette scène avec ses partenaires dans ce bâtiment, avant même qu'un mot soit prononcé. Et pourtant, l'événement a eu lieu. Et pourtant, c'était mieux que de ne pas le tenir. Les données de la FIFA issues du SMPS sont plus détaillées que ne le laisse entendre le chiffre public. Le système ne se contente pas de compter. Il classe par catégorie racisme, sexisme, homophobie, xénophobie, discrimination religieuse, menaces de violence, combinaison de tout cela. Il cartographie les comptes de joueurs les plus ciblés. Il suit les plateformes qui produisent les plus gros volumes de suppression. Il peut repérer les tendances en temps réel. Si les attaques visant un joueur précis augmentent, si un match particulier a provoqué un pic, si une catégorie spécifique de haine croît plus vite que les autres. Toutes ces informations existent dans les rapports internes de la FIFA. Aucune n'a été publiée dans un format qui permettrait au public de voir quels joueurs ont été les plus visés, quelles communautés dirigeaient les attaques, quelles plateformes tardèrent le plus à agir sur les signalements transmis. C'est un choix. Publier cette ventilation rendrait l'histoire concrète. Cela nommerait des joueurs. Cela identifierait des schémas. Cela obligerait à discuter des bases de supporters nationales qui produisent une part disproportionnée des contenus et des groupes qui portent une charge disproportionnée en les recevant. Les 388 000 sans cette ventilation forment un chiffre assez sûr pour être condamnés. Avec la ventilation, il devient une carte. Et une carte impose un autre type de réponse. Je me suis demandé honnêtement quel résultat la FIFA voulait réellement obtenir avec cette campagne. La réponse honnête à laquelle je reviens sans cesse est celle-ci. Elle veut que le chiffre soit reconnu, que le geste soit vu, que l'échange de fanions soit photographié et que le SMPS continue tranquillement son travail sans que les données précises soient utilisées pour exiger une responsabilité institutionnelle précise. Elle veut le crédit de l'intervention sans la conversation que les données produiraient. Elle veut que le 18 juin fasse le titre et que le 19 juin redevienne une journée normale, avec les caméras tournées ailleurs. C'est peut-être injuste. Peut-être que la campagne s'approfondira à mesure que le tournoi avancera. Peut-être que les fanions étaient vraiment le début de quelque chose, et non son sommet. Je ne peux pas encore le savoir. Ce que je peux dire, c'est que le précédent de la Coupe du Monde des clubs de l'été dernier, visibilité pour le moment symbolique, retrait ensuite, a installé un schéma difficile à ignorer. J'en arrive ici, non pas avec une conclusion, mais avec une question à laquelle je ne sais réellement pas répondre. Le SMPS supprime des contenus à un rythme qui suggère que l'environnement en ligne autour du football se dégrade plus vite que n'importe quelle technologie ne peut le réparer. Les conditions politiques qui ont rendu ce tournoi précis aussi spécifiquement toxique étaient prévisibles, elles étaient connues, et elles ont été acceptées comme le prix à payer pour organiser la compétition aux États-Unis. La FIFA a retiré le langage de l'inclusion de ses campagnes de stade pour gérer la friction avec le gouvernement hôte. Le SMPS de la FIFA supprime des contenus que le gouvernement hôte considère comme une expression protégée. Les capitaines ont échangé des fanions. L'intelligence artificielle a capturé 1000 autres publications pendant que les caméras filmaient les fanions. Quelque chose se plie. Pas la courbe de toxicité, quelque chose dans la logique avec laquelle les institutions gèrent un problème qu'elles ont décidé de ne pas pouvoir nommer. La machinerie devient plus sophistiquée. Le problème grandit. Et l'écart entre la sophistication de la gestion et l'ampleur du problème est une chose que personne sur aucune scène d'Atlanta n'a encore expliqué comment combler. Je ne sais pas s'ils ont un plan pour cela. Je ne suis pas sûr qu'ils posent cette question. Et pour l'instant, dans ce tournoi, cette incertitude me paraît plus importante que n'importe quel chiffre que la FIFA publie sur Instagram.